Je m'appelle Rafik Djoumi, originellement je suis critique de films, j'ai pas mal vadrouillé dans la presse, essentiellement des revues comme Le Cinéphage, DVD Vision et Mad Movies. Et au fil des ans, bon, moi je considère comme un cinéphile comme les autres, mais au fil des ans j'ai eu tendance à me spécialiser dans ce qui me semblait être les films les plus maltraités dans le milieu critique, et généralement c'était souvent les films à caractère populaire, souvent les blockbusters, etc., dont on parle beaucoup, mais qu'on ne prend pas vraiment le temps d'analyser. Je me suis surtout fait connaître dans cette presse pour avoir emmerdé le monde pendant 3 ans avant la sortie de La Communauté de l'Anneau en 2001. Donc j'avais commencé en 98 à faire une série de rubriques mensuelles où j'annonçais le Messie, à peu de choses près. Et comme j'étais le seul dans la presse francophone à faire ça, c'était un peu repris sur Internet, etc. Et du coup, je veux dire que ça a un peu cristallisé des choses autour de mon nom, comme étant le représentant d'une culture mal traitée par les médias. Puisqu'à l'époque, le projet du Seigneur des Anneaux était vraiment complètement sous le radar. Donc quand le film est sorti, que ça a été un peu l'explosion, j'imagine que ça a porté un peu mon nom, et ça a aussi justifié a posteriori la démarche que j'avais eue de travailler de cette façon-là, c'est-à-dire de pas traiter cette culture comme de la sous-culture, en fait. Après avoir quitté Mad, donc je me suis retrouvé sur un site internet qui était Arrêt sur Image, où j'étais intervenu comme invité au départ, et puis à la fin de l'émission, Daniel Schinderman m'a tout simplement demandé si je voulais les rejoindre, parce qu'en fait ils n'avaient personne pour s'occuper comme le disait Daniel, de cette culture-là. Il n'avait pas de nom pour la définir, mais en fait, voilà, il voyait bien que cette culture populaire qui était omniprésente, en fait, ils n'avaient personne pour en parler. Et comme Arrêt sur Image a la prétention justement de comprendre un peu les mécanismes médiatiques du monde dans lequel on vit, il leur fallait quelqu'un pour ça. En fait, j'étais apparu en 2008 dans un documentaire de Canal+, produit par Empreinte Digitale, qui s'appelait Suck My Geek, qui était le premier doc français à vraiment déjà mettre un nom sur cette culture, et à interviewer des gens qui étaient chacun à son niveau représentatif de ces mouvements. Et donc voilà, le fait d'être dans ce doc a appuyé mon identité geek. J'avais un blog à l'époque qui s'appelait Compagnon Geek, donc en fait, et c'est un mot qu'on utilisait beaucoup dans nos écrits à Mad Movies. Donc quand ce terme a commencé à se populariser, que ça a été tout d'un coup, on est arrivé à l'époque du geek chic, c'est aussi des choses qui m'ont un peu porté. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à devoir proposer ce projet pour Arte Créatif qui est devenu Beats. Et quand Arte Créatif s'est mis en quête de faire une émission autour de la culture geek, ils ont demandé à la générale de prod de développer un concept. Ils ont rencontré plusieurs personnes qui leur ont proposé plusieurs concepts. Et moi, je pense que ce qui a séduit la générale de production, c'est que j'ai tout de suite commencé par dire qu'il fallait désenclaver ça. C'est-à-dire, on ne va pas faire un magazine de culture geek. On va faire un magazine sur la culture et montrer comment cette culture geek participe de la culture classique. Voilà, donc je leur disais, si on fait un épisode sur Batman, on va interviewer Alain Resnais. Et je voyais des yeux ronds d'étonnement. Et je leur expliquais, voilà, la raison pour laquelle on va faire ce magazine, c'est que personne en France ne sait qu'Alain Resnais est le plus grand spécialiste de Batman. Ce qu'on appelle la culture geek, déjà, historiquement, c'est un terme qui est censé être une insulte, que certains ont repris à leur compte. Beaucoup de gens étaient geeks sans le savoir, en fait. Et avant Internet, ils ne savaient pas qu'ils étaient geeks, tout simplement parce qu'ils étaient isolés. C'est des gens qui vivaient aux quatre coins du pays, qui avaient des passions considérées comme anormales dans leur milieu. Et évidemment, quand Internet est arrivé et qu'ils se sont rendus compte qu'à l'autre bout du monde, il y avait des types qui étaient exactement sur les mêmes obsessions, ça a cristallisé cette culture d'une façon phénoménale. Donc l'Internet des années 90, il est évident que ça a été la fourmilière à geek. Déjà, il fallait s'intéresser à Internet, donc qui d'autre qu'eux pouvait s'y retrouver. Et donc leur culture a naturellement charpenté un peu cet environnement. Des figures culturelles totalement méconnues comme à l'époque, comme je sais pas, moi je vais prendre l'exemple de Ferris Bueller par exemple, qui était quand même au départ c'est un beat des années 80. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Ferris Bueller soit une figure emblématique des années 80? C'est parce que dans les années 90 les geeks l'utilisaient spontanément dans leurs échanges. Donc toute cette culture-là, effectivement, a travaillé comme ça sur le net, et il y a eu ensuite une génération de gens qu'on va dire normaux, qui ont grandi avec Internet, qui étaient gamins au tournant des années 90-2000,
Et pour eux, tous ces éléments culturels, ils l'ont pris spontanément, comme leur culture. C'était la culture d'Internet. Donc du coup, la culture geek est devenue étroitement liée à la culture d'Internet. Donc effectivement, Beats est un magazine qui cherche à désenclaver cette culture geek et à montrer à des gens qui a priori ne s'intéresseraient pas aux thématiques de cette culture, qu'on peut y accéder via une culture plus classique. Je ne pense pas que ce soit un plus large public qu'on puisse atteindre, puisque donc j'ai travaillé dans des revues, dans des magazines qui vendaient largement, qui étaient des magazines populaires. Qui dit populaire dit qu'il y a du monde derrière, sauf que ce public populaire, on le considère comme, hélas, comme moins important qu'un public plus bourgeois, citadin, ciblé. Bon. Donc c'est plus de ce côté-là qu'on va se situer. Les gens de 65 ans qui regardent Arte le soir, ils vont jamais entendre parler de Beats, hein, il faut en être conscient. Idem quand je bossais à Arrêt sur Image, où déjà j'étais en train d'écrire pour un public certainement... public de profs, encore une fois public citadin. Alors quand j'emploie le terme bourgeois, je ne parle pas de bourgeoisie financière, je parle de bourgeoisie culturelle. La culture ne représente pas le même capital pour tout le monde. Pour le public populaire, la culture, c'est du divertissement, c'est du désir immédiatement récompensé. Pour le public bourgeois, ce que j'appelle la bourgeoisie culturelle, c'est les gens qui considèrent la culture comme un capital. Il s'agit de l'acquérir et il s'agit de le garder. Et ça, bon, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans parce que ça va nous emmener sur des rives marxistes assez complexes, mais pourtant très intéressantes sociologiquement parce qu'elles expliquent beaucoup de choses sur le traitement de la culture populaire. Comment se fait-il que cette culture omniprésente soit complètement invisible? Comment se fait-il qu'on refuse de lui accorder la même valeur qu'une culture jugée plus haut placée, et surtout comment se fait-il que de façon cyclique, tous les 30 ans, un objet culturel qui a été considéré comme en gros de la merde finisse par devenir quelque chose de valeur. Ça c'est de la captation culturelle en fait, c'est-à-dire que dès l'instant où la bourgeoisie culturelle a considéré que Star Wars c'était de la culture, et c'est un mécanisme inconscient, aucun individu n'est en cause, c'est vraiment un mécanisme social, on va mettre autour de Star Wars des balises culturelles qui vont en faire un capital pour cette population-là et le retirer à la population qui l'a fait vivre, en fait. On a vu la même chose avec le cinéma de Hong Kong des années 60-70, on a vu la même chose avec les giallo italiens, quand j'étais gamin, c'était des choses qui étaient essentiellement à destination des ouvriers. Il n'y avait qu'eux qui voyaient ces films-là. Aujourd'hui, pour savoir ce que c'est qu'un giallo, il faut vivre dans un beau quartier parisien. Il y a eu un vrai kidnapping de ce capital culturel. Il faut vraiment penser la culture à ce moment-là comme de l'argent, comme des biens. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'un truc a de la valeur parce que le temps a passé et il continue à être là. Donc, voilà, la valeur, elle vient de sa longévité. Et dès l'instant où on commence à en parler avec des mots savants, en théorisant autour, que les universitaires se mettent à travailler, tout ça, ça capitalise ce truc, et ça le retire au public populaire. Donc voilà, c'est dingue de se dire que dans quelques années, un gamin de banlieue ne saura pas ce que c'est que Scarface, parce que ce film qui n'existait que dans les banlieues dans les années 80-90 sera tout d'un coup devenu un objet culturel inaccessible pour lui, parce qu'entouré de mots très chiants qui lui font peur, alors que lui ne cherche dans la culture qu'un plaisir immédiatement récompensé. J'écrivais pas forcément pour un public très ciblé auparavant, j'écrivais de façon très ciblée, ce qui n'est vraiment pas la même chose. Comme avec mes collègues, on avait l'intention, en fait, en gros, on a toujours écrit comme si on s'adressait à une version plus jeune de nous-mêmes. Et donc, étant gamin et adolescent, on avait un désir d'apprendre, de comprendre des mots techniques compliqués, etc., de découvrir ce que c'était que la mise en scène et tout ça. On s'est mis spontanément à écrire de cette façon, en se disant il y a forcément quelqu'un au bout du fil qui attend la même chose que nous et qui sera super heureux qu'on lui donne tous ces éléments-là. Donc on s'est mis à écrire de façon entre guillemets savante sur des films considérés comme des films pas savants, simplement parce que c'est ce que nous on aurait attendu à notre époque. Mais le public auquel ça s'adressait était un public très large, et d'ailleurs ça se voyait dans le courrier des lecteurs qu'il y avait des gens que ça emmerdait, nos textes les emmerdaient, mais je sais pas comment j'avais fait 25 feuillets de critiques sur la communauté de l'anneau, là où les gars ils voulaient juste qu'on dise si les orques ils se battaient bien et si les costumes étaient cool, enfin voilà, mais donc tout le monde n'était pas très satisfait de ce qu'on faisait dans le magazine à ce moment-là, mais je sais qu'une portion
n'attendaient que ça. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils apprenaient des choses, ou, et ça c'est moins cool, parce que ça validait. Il y a aussi une question de validation là-dedans. C'est que quand quelqu'un se met à parler intelligemment du truc que tu aimes et que ton entourage familial, par exemple, considère comme de la merde, bah, ça te valide dans tes choix. Et ça aussi, on sait qu'on a rempli un peu cette fonction-là. Moi, j'ai établi à peu près à 30 ans le délai qu'il faut pour un gros machin populaire maltraité pour devenir quelque chose de snob. Dans mon histoire, en tout cas dans mon vécu, c'est le temps qu'il a fallu. Voilà, j'avais peut-être 7 ans quand les films de Hong Kong étaient visibles uniquement à Barbès dans des salles malfamées, et j'en avais 37 quand tu ne pouvais les trouver que dans des coffrets collector en VO sous-titré. Voilà. Quand je dis qu'elle est invisible, cette culture, elle n'est pas invisible en termes monétaires, elle est invisible en termes de culture, justement. Je l'ai toujours constaté, mais je me rappelle que la première fois où j'ai écrit ce terme, la culture populaire, elle est d'autant plus massive qu'elle est invisible, c'était à l'époque de GTA 4, parce que je voulais faire un article sur la politique dans le jeu GTA. Et donc j'ai fait des recherches Google, à croiser des termes, et je ne trouvais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et mes recherches, je les fais en anglais, je ne les fais pas en français, quoi. Il n'y avait personne qui s'était intéressé au contexte, enfin à l'idéologie que pouvait véhiculer ce jeu-là, qui était un des jeux les plus vendus de l'histoire du monde. Bon, tout simplement. 500 000 unités vendues le premier jour, je ne sais plus combien de millions au bout de... Bon, la moitié de la planète est en train de jouer à un truc, et personne ne se pose la question de savoir ce que ce truc signifie profondément. C'est ça, être invisible, en fait. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à écrire sur ce film, sur un film comme Avatar, à faire des textes recherchés et autres, pour essayer de comprendre pourquoi les gens ont été le voir en masse. Ils ont été le voir en masse et c'est tout. Non, c'est pas tout. Il y a une raison pour laquelle autant de monde s'est cristallisé autour de ce film-là. Le geek est chic aussi, pour des raisons bassement matérielles, parce que dans les années 2000, beaucoup des grandes fortunes mondiales se sont revendiquées comme étant des geeks, et qu'il y a une espèce de mouvement. Quand on cherche à acquérir de la culture, non pas pour son simple plaisir, mais pour avoir un statut social, c'est parce qu'on cherche à ressembler à des gens qu'on estime être plus puissants que vous, on voudrait leur ressembler. Donc tout le monde veut être Bill Gates ou Steve Jobs. Et donc qu'est-ce que Bill Gates et Steve Jobs sont censés être ? Sont censés être des geeks. Bon, je vais devenir un geek. Voilà. Enfin, il y a aussi un mouvement simple comme ça dans cette direction. Quand le président Obama pose fièrement devant une statue de Superman, on se dit, moi aussi j'ai envie d'être aussi puissant et bel homme que ce monsieur, je vais m'intéresser à Superman. Comme s'il y avait un secret dans l'amour de cette culture. Après, tu auras beau leur dire non, mais au départ, être geek, c'est une maladie. c'est censé être un monstre de foire. Le terme geek fait référence à un monstre de fête foraine, donc à quelqu'un d'inadapté. Il n'y a rien de chic là-dedans, c'est une malédiction avec laquelle on doit vivre.